Coloniser, ouais, ce truc de blanc si vous voulez. Mais en êtes-vous sûr que c'est un truc d'Européens? Et nous, Européens, ne serions-nous pas en train de nous faire coloniser? Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Alors que les choses soient claires, coloniser, s'étendre, n'est pas propre à l'Occident. En fait, mis à part quelques rares peuples vivant sur des îles ou disposant de territoires plus vastes que nécessaire, tous ont colonisé. Si les chrétiens et les musulmans se sont cachés derrière Dieu pour justifier de leur action, les autres cultures ont généralement assumé de coloniser pour s'emparer de richesses à leur profit. Ils les ont envahis ou colonisés? Bonne question. Si l'on en croit Jean-Frédéric Schob, la situation coloniale en général résulte de la combinaison de 3 types d'actions. A. L'éviction des autorités politiques locales pour un pouvoir de commandement étranger. B. L'appropriation des meilleures terres ou des meilleures ressources au détriment de la population conquise et au profit des colons envahisseurs. C. Le développement d'une idéologie qui légitime A et B aux yeux des conquérants et des conquis. Quand ces 3 processus sont en place, on a affaire à du colonialisme. Et donc, pour savoir si nous sommes colonisés, il faut savoir si A, B et C sont vrais ou en voie d'avènement. Mais colonisés par qui? Par la seule communauté qui confond sa foi et la politique. Je vais m'appuyer principalement sur les travaux de Florence Bergeau-Blacker, mais aussi sur ceux d'historiens et de sociologues. Et pour ceux qui prennent des raccourcis que même Mario Kart n'aurait pas osé proposer, cela ne vise pas l'ensemble de la communauté musulmane, mais seulement la partie, certes de plus en plus importante, qui pense que la charia est au-dessus des lois de la République. Ceux qui pensent que ce qu'il faut, c'est organiser un collectif de lutte, un fihad, pour amener la terre de Dieu sous le règne de Dieu. A. L'éviction des autorités politiques locales par un pouvoir de commandement étranger. Alors, effectivement, nous ne vivons pas dans une théocratie sous le régime de la charia. Et prétendre le contraire serait faux. En revanche, on peut se demander s'ils ne sont pas à la conquête de ce pouvoir. En effet, les institutions sont tellement complexes, nombreuses et entremêlées qu'il est possible de s'en approcher par de nombreux biais. De plus, le pouvoir n'est pas uniquement au plus haut sommet de l'État. L'islam, un système politique. Parce qu'en France, nous avons séparé le pouvoir terrestre du pouvoir céleste, nous nous refusons à voir que l'islam se veut la réunification des deux. L'islam régit et régule, il est loi et fait jurisprudence. Donc, pour conquérir, l'islam doit conquérir le pouvoir. Attends, tu dis l'islam, mais les pays musulmans ne forment pas une unité, ils sont divisés entre eux. Effectivement, mais la force des musulmans est de pouvoir s'unir au nom de la conquête islamique. Généralement, cette union s'arrête une fois la conquête faite. Le réseau des frères musulmans représente exactement cette force politique, capable de recevoir en son sein les différents courants islamiques, pour ne pas dire islamistes. Et c'est intéressant de remarquer qu'ils ont été interdits dans de nombreux pays musulmans, à commencer par l'Égypte, pays qui tiennent à leur particularisme et se refusent d'être englobés dans un islam totalitaire. Mais on n'en est pas sûr, c'est des supputations. Non, ils ont fixé un plan, et les objectifs fixés dans ce plan comprennent le retrait des troupes occidentales des pays musulmans, et la modification des lois existantes pour être conformes à la charia. Dans les pays non musulmans, l'islam doit devenir, au minimum, un élément pertinent de la société. Ce qui serait une supputation foireuse, à mon sens,
c'est d'imaginer qu'ils se fixent des objectifs, mais qu'ils ne souhaitent pas les atteindre. Une infiltration des réseaux politiques. Pour accéder au pouvoir, le plus simple est de l'infiltrer par la base. Les fréristes l'ont bien compris. Florence Bergeaud-Blacker explique qu'une confrontation directe serait fatale à l'unité du mouvement qui est son obsession. Il emploie donc la force de ses ennemis contre eux-mêmes, utilise certains de ses adversaires contre d'autres et ne refuse pas une alliance provisoire avec ses ennemis si les chances de victoire à long terme sont plus grandes que les pertes. N'oublions pas que l'Oumma originel ou le califat renvoie à l'idée d'un peuple et d'une nation, fût-ce le monde. Infiltration des institutions européennes. L'une des cibles des frères musulmans fut les institutions européennes, et ce qui est bien avec l'Europe, c'est qu'on n'est jamais déçu. Florence Bergeaud-Blacker nous explique que la Commission européenne affiche le souhait de coopérer avec les acteurs modérés de l'islam. N'étant pas capable de se doter de critères de modération, et encore moins de vérifier que les représentants qui frappent à sa porte les remplissent, elle croit sur parole ceux qui se revendiquent comme tels. Et bien entendu, les frères musulmans ne manquent pas cette occasion bénie de se montrer plus européistes que les Européens, sous la couleur de la wasatiyya, en vantant le dialogue entre les civilisations. La réalité est autre, et les demandes faites les révèlent. Il a été demandé la reconnaissance par la Commission européenne, le Conseil et le Parlement de l'existence d'une idéologie extrémiste blanche mondiale. Preuve violente du résultat de la normalisation de l'islamophobie. Infiltrer les mouvements politiques. Sur ce point, ils vont la jouer beaucoup plus fine. Ils vont profiter des mouvements altermondialistes pour pénétrer la gauche européenne. Dans les années 90, le mouvement altermondialiste se veut une troisième voie entre le discours de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, et celui de Samuel Huntington, le choc des civilisations. Et loin d'inventer une théorie nouvelle, le mouvement altermondialiste va se positionner dans la suite des mouvements indigénistes et décoloniales. Leur objectif est d'être un mouvement pragmatique de prise de conscience des conséquences de la mondialisation néolibérale. Rien de plus simple à comprendre et à infiltrer pour les frères musulmans, qui sont eux-mêmes nés d'un mouvement indigéniste et décolonial. Ils vont se servir de ce tremplin pour instrumentaliser la gauche européenne. Ils vont ainsi passer de l'altermondialisme, puis au mouvement indigéniste et décolonial, et enfin les mouvements intersectionnels, et de façon plus large le wokisme. Wokisme que Florence Bergeaud-Blacker qualifie de quasi-religion née dans les années 2010. Si vous en doutez, la présence de drapeaux palestiniens à toutes les manifestations devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille. Déjà, en 2006, Pascal Bruckner remarquait que les intégristes, déguisés en amis de la tolérance, pratiquent la dissimulation et se servent de la gauche pour avancer leurs pions sous le masque d'une rhétorique progressive. L'intransigeance gauchiste qui réfute tout compromis avec la société bourgeoise et n'a pas de mots assez durs pour fustiger les petits blancs, collabore avec les éléments les plus réactionnaires de confession musulmane. Elle qui n'a jamais fait le deuil du communisme démontre une fois de plus que sa vraie passion n'est pas la liberté, mais la servitude au nom de la justice. La facilité avec laquelle ils ont pénétré la gauche est certes déconcertante, mais l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Dès les années 1990, le Parti socialiste, PS, perd son éclat auprès de l'électorat ouvrier qui se réfugie vers la droite dite populiste et vers l'extrême droite. Reste cette population d'enfants issus de l'immigration qui arrive à l'âge de voter. Du point de vue de la gauche, celle-ci peut combler le vide et devenir avec les femmes et les minorités sexuelles un nouveau creuset électoral. Un autre mouvement est aussi un point d'appui, toujours à gauche, les écolos.
Ces mouvements impliquent de fait la réforme des systèmes sociaux, politiques et économiques. Les frères musulmans y ont donc vu l'occasion de communiquer leur vision du monde et leurs programmes sur la scène internationale. Madame Bergeau-Blacker conclut que le plus préoccupant, c'est qu'aujourd'hui encore la gauche semble toujours aveugle à cette manipulation qui perdure. Au contraire, je suis persuadée que la gauche s'en rend compte, mais que soit par calcul politique, soit par peur, elle n'ose faire marche arrière. Pire, en échangeant, je me rends compte que de nombreux électeurs qui votent encore à gauche s'en rendent compte, mais votent quand même pour eux pour faire barrage. Soit persuadés que l'extrême droite est pire, soit persuadés que le NFP n'est pas que les LFistes et que l'ancienne gauche se réveillera. Déçus de la politique menée suite à leur vote, qui sait ce qu'ils voteront demain? Un appui sur des forces étrangères. L'Amérique, c'est Satan. Sauf quand il se fait ange au secours de l'islam. Certes, malgré lui, dans leur impérialisme, les Américains sont venus se mêler à la politique française. Florence Bergeau-Blacker nous explique que l'ambassadeur américain Craig Stapleton écrit à sa hiérarchie dans un télégramme daté du 17 août 2005. La France n'a pas seulement un problème d'intégration ou d'immigration, elle doit aussi agir pour donner une place aux musulmans dans l'identité française. Le vrai problème est l'échec de la France blanche et chrétienne à considérer ses compatriotes à la peau sombre et musulmans comme des citoyens à part entière. Il en résulte un renforcement des programmes américains en faveur des minorités françaises, estimant que si la France ne parvient pas à améliorer les perspectives sociales et politiques, elle pourrait s'affaiblir et devenir un allié moins efficace. Les idées woke enseignées dans les universités américaines a offert à la France des intellectuels endoctrinés, perméables au totalitarisme de certains musulmans. Le problème des Américains, c'est qu'ils pensent toujours être plus forts que les autres, mais ils ne font pas mieux que les autres. Même souvent, ils font pire. Comme les Français ou les Russes, ils se sont cassés les dents au Vietnam, en Afghanistan, et je ne parle même pas de l'Irak. Pourtant, il leur suffirait d'écouter ce que dit Qaradawi en 1995. La conquête de la Dawah, c'est ce que nous espérons. Nous allons conquérir l'Europe, nous allons conquérir l'Amérique. Pas par l'épée, mais par la Dawah, c'est-à-dire l'invitation, la conversion, au moyen du fiqh. La destruction de la culture locale. Le mouvement frériste s'impose et s'étend, et ce faisant détruit la culture locale. Mais pour détruire localement une culture, il faut s'implanter sur le territoire et l'imposer. B. L'appropriation des meilleures terres ou des meilleures ressources au détriment de la population conquise et au profit des colons envahisseurs. Au point A, je commençais par dire « Alors, effectivement, nous ne vivons pas dans une théocratie sous le régime de la charia, et prétendre le contraire serait faux. » Mais je dois introduire une nuance. Dans certains quartiers, ces territoires perdus de la République, si. Lorsque l'on parle des cités, reviennent toujours les mêmes arguments. Ils sont excentrés, difficiles d'accès, les bâtiments sont en mauvais état, le mobilier est dégradé. Tout cela est faux. Pour cela, je m'appuie sur le mémoire d'une étudiante qui a étudié l'usage des espaces dans les grands ensembles. Et on peut le consulter, son travail ? Sans doute que l'école d'architecture où elle a fait ses études en a gardé une copie, mais elle restera anonyme. La localisation. Les grands ensembles ont été construits autour du principe que tout devait être accessible en moins de 10 minutes.
Ils sont donc, pour la plupart, placés soit proches de grands axes autoroutiers, soit proches des transports en commun, et généralement proches des deux. En fait, si l'on étudie leur positionnement, ces cités sont placées exactement au même endroit que les grandes industries, c'est-à-dire à la frontière des villes. Ces emplacements sont stratégiques pour le commerce. Il est facile de les approvisionner et il est ensuite facile d'allotir la marchandise pour inonder les villes. De plus, nous constatons que les grands ensembles situés en ville, comme à Paris, la cité des orgues de Flandre ou la cité de Cambrai, toutes deux proches de la porte de la Villette, souffrent exactement des mêmes stigmates que les cités les plus éloignées du centre-ville. Or, elles sont à Paris, à moins de 5 minutes d'une bouche de métro. Vous allez me dire que c'est Paris, mais à Marseille, c'est exactement pareil, sans le métro, certes. Mais le métro de Marseille, c'est une blague. Il ferme à 22 h tous les soirs, et on pourrait faire le même constat à Nantes ou dans des plus petites villes telles que Pau ou Romans-sur-Isère. Une concentration de personnes issues de l'immigration. Alors ces cités ont à l'origine été construites pour lutter contre les logements insalubres. Les populations étaient diverses, aussi bien autochtones qu'issues de l'immigration. C'était le grand luxe. Imaginez les toilettes à l'intérieur et l'eau courante, des espaces verts pour laisser jouer les enfants. Et pourtant, en Europe de l'Ouest, car non, ce n'est pas le cas en Europe de l'Est, les populations autochtones sont parties, préférant habiter dans les grandes banlieues, pour le coup, vraiment mal desservies et loin de tout, afin de laisser la place à des populations issues de l'immigration. Mais que s'est-il passé ? Il s'est passé deux choses. D'une part, les villes avec la plus forte densité de logements sociaux ont voulu accueillir ces populations immigrées, imaginant que c'était le futur prolétariat, donc de futurs électeurs. Alors, effectivement, ils seront leurs futurs électeurs, mais au prix d'une contorsion idéologique, perdant la gauche dans le tréfonds des compromissions. D'autre part, une répartition ethnique des populations. Pardon ? On le sait peu, mais la distribution des logements sociaux dans telle ou telle cité dépend de vos origines ethniques. En effet, les bailleurs sociaux ont pour ordre de regrouper les populations en fonction de leur pays d'origine. L'objectif est d'éviter les conflits. Pardon ? N'oublions pas qu'en Afrique, il existe plus de 7000 conflits ethniques. N'oublions pas que le racisme entre Noirs et Arabes est encore vivace. N'oublions pas que, mis à part pour nos wesh-wesh de cité, les tensions politiques entre Algériens et Marocains, notamment concernant le Sahara occidental, sont encore vivaces. Enfin, n'oublions pas que ces personnes fuient des guerres et des régimes totalitaires. Sauf que ces populations apportent souvent dans leur bagage leurs conflits et rancunes interethniques et religieuses. Dès le début de leur parcours français, on prend soin de séparer les populations accueillies dans les hébergements institutionnels. Ainsi, vous aurez des centres spécialisés dans les Afghans, d'autres dans telle autre ethnie, et ainsi de suite. Alors, on le fait sous couvert que le personnel social comprend leur culture. La vérité est plus crue. Cela évite que nos demandeurs d'asile, nos immigrés, s'entretuent alors qu'ils sont sous la responsabilité du chef d'établissement. Au moment où on les intègre au réseau économique, ou plus exactement au réseau des aides sociales et autres avantages, on perpétue le séparatisme. Ainsi, dans un complexe de logement social, vous trouverez souvent une homogénéité ethnique. Pour reprendre les deux cités intramuros citées plus haut, sachez que les orgues de Flandre accueillent plutôt une population maghrébine, alors que la cité de Cambrai accueille plutôt une population subsaharienne. Étrange. La petite polémique autour de Zimir et les 30% de logements attribués aux immigrés me fait rire. Surtout quand on voit que pour débunker, on essaye de différencier les immigrés étrangers et autres, jouant sur les mots. Mais
Cela faisait beaucoup moins polémique quand à Noël 2023, des experts ont expliqué dans C'est dans l'air que les logements sociaux étaient majoritairement, près de 90%, attribués à des étrangers. Enfin, se retrouvant entre eux, ces gens ne sont pas confrontés à la culture locale. À partir de là, parler d'assimilation est une bévue. L'idée court qu'on les a entassés dans ces quartiers et que leurs ressources financières ne leur permettent pas de s'en échapper. Alors certes, certaines villes ont une offre de logements sociaux flirtant avec les 70%, il n'en reste pas moins que dans une ville comme Saint-Denis, le prix du mètre carré est de plus de 7 000 €. Pour Bobigny, on affleure les 9 000 €. Pour comparer, le prix moyen du mètre carré en France est de 3 060 €. De plus, quand vous regardez les motivations qui ont poussé ces personnes à acheter, revient généralement proximité de la ville, proximité des axes routiers, proximité de leur famille, proximité des commerces répondant à leur particularisme culturel. Ce qui veut dire qu'ils font le choix d'habiter ces quartiers. Ils font le choix. Ils ne sont pas prisonniers. Après, est-ce eux qui se sont appropriés les lieux ou les commerçants qui se sont adaptés à leur clientèle? Ça, c'est une autre histoire. L'appropriation des lieux. Lorsque l'on pense grand ensemble, on pense gros blocs de béton sur étendue de gazon. On peut imaginer que ces espaces vides et vides de sens sont mortels au sens figuré et le deviennent au sens propre. Sauf que c'est la fonction qui structure les espaces qui leur donne un sens. Les objets et les espaces sont détournés de leur usage normal ou habituel, que ce soit la poubelle qui sert de panier de basket ou les rampes d'escalier qui servent d'assises. Mais pour ce désespace, avant que l'usage du lieu ne soit détourné, il a fallu qu'un usage déterminé lui soit affecté. Ces usages, une fois détournés de leur fonction assignée, peuvent soit être acceptés, soit entrer en conflit avec les autres usages. Car quel que soit l'espace, à partir du moment où il n'est pas privatif dans l'usage, alors il arrive un conflit d'usage. Pour faire un parallèle, prenez une route, mettez-y des voitures, jusque-là tout va bien. Rajoutez des piétons, il faut commencer à mettre des règles. Ajoutez-y des vélos, et là, c'est la merde. Maintenant reprenons cette même rue, n'y mettez que des vélos, et essayez d'y faire passer un camion de livraison. Voilà, l'usage des espaces sera celui de l'usage de la majorité ou du plus fort, du plus nuisible. Ainsi, l'étudiante dont je vous parlais montre comment, dans un grand ensemble, le bac à sable des petits a été fermé en raison de la présence de seringues de tox, avant de faire l'objet d'une réappropriation comme point de guet. Aka. Difficile de prendre des photos. On vous demandera gentiment de les effacer. Enfin, à l'époque où elle faisait son mémoire, aujourd'hui je crains qu'elle s'en sortirait moins bien. Ne vous asseyez pas dans les endroits internis. Et si vous êtes une femme, faites attention à respecter les règles non dites si vous ne voulez pas qu'on vous rappelle à l'ordre. Pour la population autochtone restante, très vite c'est l'enfer. Pour les populations qui ont fui la dictature, qui se sont assimilées ou qui ne peuvent ou ne veulent respecter les règles, très vite c'est l'enfer. Pour les apostats, je n'en parle même pas. Comme l'explique Florence Bergeau-Blacker, il s'agit en résumé de protéger la personnalité musulmane des valeurs locales afin de développer un écosystème islamique durable dans les pays non musulmans. Dans ces quartiers, la condition féminine régresse. Beaucoup de jeunes filles se plaignent de l'ordre moral imposé par les grands frères. Mais impossible de se plaindre, car le frérisme ne se caractérise pas lui-même, il se prend pour la norme. Le critiquer, c'est critiquer l'islam, c'est être un mécréant, un apostat. Cette thèse de l'islamisation sans islamisme aboutit finalement à une grande force. On en arrive à des aberrations comme le rappeur français Booba, qui excuse les attentats islamistes et affirme la supériorité de l'islam sur la loi commune. Il ne leur reste donc plus qu'à conquérir les esprits.
C. Le développement d'une idéologie qui légitime A et B aux yeux des conquérants et des conquis. Sauf que A et B ne suffisent pas. Il faut que A et B soient justifiés par une idéologie suffisamment forte qui soude les colons et empêche le peuple conquis de se révolter. Le justifier aux yeux de la communauté. Mais comment imposer une vision du monde qui représenterait un recul vis-à-vis des avantages obtenus en vivant en France? Florence Bergeaud-Blacker nous fait remarquer que nous avons tendance à penser que les musulmans ont été mal intégrés. Et c'est pour cette raison qu'ils ont trouvé refuge dans l'islam radical. C'est l'inverse. C'est l'islamisme, ici le frérisme, qui empêche l'intégration. En effet, comme le faisait remarquer Trublion, les musulmans sont loin d'être unifiés dans le monde musulman. Il faut donc créer une cohésion. Pour arriver à ce résultat, ils vont répondre à plusieurs besoins humains. Créer une conscience de soi. La mise en place d'une nouvelle civilisation. Pour cela, l'islam doit être présenté comme une civilisation proposant un cadre culturel, économique, politique et social. Il faut donc des intellectuels capables d'apporter ces changements. Ils vont s'appuyer sur leurs textes religieux. Florence Bergeaud-Blacker le résume ainsi. Le Tawhid est une vision générale de la natalité, de la vérité, du monde, de l'espace et du temps, de l'histoire humaine. Le principe unifié forme la civilisation de l'islam. Le rôle du musulman est de civiliser le monde par et pour l'islam. La vie ne sera pas une série d'événements mis ensemble, mais sera liée à un seul principe primordial, à un seul cadre qui leur conférera leur unité. Selon Florence Bergeaud-Blacker, la confrérie des frères musulmans peut être considérée comme étant à l'origine du premier mouvement décolonial sur une base non pas ethnique ou sociale mais religieuse. Influencées par la critique positive qui a cours en Europe, les élites musulmanes entament une réflexion sur le retard musulman responsable de la colonisation occidentale. Il en ressort que l'Europe est un modèle et un contre-modèle. En conséquence, il faut qu'il se passe par un retour au fondement des textes sacrés et de la tradition. Et effectivement, ils sont retournés aux sources. L'islam est une religion de mission. Elle l'a toujours été. Elle l'est toujours. Sauf que le djihad se fera d'abord d'un point de vue intellectuel. Le système d'action des fréristes se déploie par-delà les frontières culturelles et linguistiques autant que possible pacifiquement parce qu'il n'est pas en mesure de le faire par la guerre. Le système d'action frériste cherche à modifier la vision du monde et les pratiques quotidiennes de ceux qu'ils endoctrinent. Or, comme il n'y a pas de colons sans colons, qu'ils se reconnaissent comme une unité, une communauté avec des intérêts communs, il va falloir convaincre les musulmans qu'ils sont musulmans avant toute chose et alimenter leur conscience communautaire. Les musulmans ont besoin d'être maintenus dans la conscience de leur spécificité normative et comportementale jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour conquérir le monde. La minorité musulmane se définit, selon Kettani, autant par rapport à l'islam que par le traitement qu'elle subit et qui suscite chez elle un sentiment solidaire d'appartenance. La minorité n'est pas dans le nombre, mais dans sa capacité d'action. Dès lors, elle prend conscience d'elle-même comme étant différent et singulier, et qu'elle produit une solidarité de groupe ayant pour but de maintenir cette différence. À cet effet, les leaders devraient travailler sans relâche à sensibiliser les musulmans aux besoins de la communauté en mettant l'accent sur la conscience de leur identité, pour les éduquer contre les forces de l'assimilation.
enseigner cette nouvelle culture civilisationnelle. Il va falloir développer mais aussi enseigner cette nouvelle culture civilisationnelle, car cultiver une vision particulière de l'histoire et parvenir à l'imposer est un acte de politique majeur. En conséquence, la priorité consiste à produire des manuels scolaires de niveau universitaire qui remanient les disciplines conformes à la vision islamique. Et cela a marché. Ils ont entre autres créé des écoles qui annihilent toute concurrence. Si jamais pour une raison X ou Y, vous cherchez à prendre des cours d'arabe et que vous êtes dans la région de l'Île-de-France, vous ne trouverez pas meilleure qualité-prix que les cours dispensés par l'IESH à Saint-Denis. Mais je vous préviens, chaque cours d'arabe sera l'occasion d'un cours de religion, pas ouvertement, bien sûr, mais un cours quand même. Et à moins d'avoir des valeurs extrêmement ancrées, pas dit que vous ne vous laissiez pas tenter. Mais pourquoi islamiser? Car l'islamisation de la connaissance nécessite d'imposer le point de vue de l'islam. Apprentissage obligatoire de l'histoire et de la civilisation islamique, l'islamisation transversale du savoir moderne. Il le justifie en expliquant que certains problèmes dont souffrent les enfants d'immigrés sont en partie dus au programme scolaire. En effet, il est difficile à un enfant ayant reçu une éducation occidentale laïque de s'en départir. Il est difficile de s'assimiler quand on fait tout pour que vous ne le puissiez jamais. Mais passons. Cela ne vous étonnera pas si je vous dis que le plan frériste d'islamisation de la connaissance vise particulièrement les disciplines humaines et sociales. Diffuser cette idéologie. Ces musulmans mettent la charia avant la République. N'oublions pas que selon un sondage IFOP, 50% des jeunes musulmans de France pensent que la charia est plus importante que la République. Ce qui veut dire que ces idées progressent, mais surtout qu'elles progressent chez les jeunes qui représentent l'avenir. N'oublions pas que le frérisme n'est pas un courant théologique, c'est un système d'action. C'est sans doute pour cela que Florence Bergeau-Blacker écrit « Je définis le frérisme comme un projet intellectuel politico-religieux visant l'instauration d'une société islamique mondiale. » En effet, ce qui intéresse les revivalistes est de faire revivre le califat et purger l'islam de ses influences étrangères. C'est quoi le revivalisme? Le revivalisme est un mouvement moderne qui veut puiser à la source originelle et mettre en garde les musulmans vis-à-vis des complots contre l'islam. Il y a d'autres sources. La tendance mu'tazilite, influencée par la philosophie grecque, la conception mu'tazilite de la révélation s'est éteinte au IXe siècle. Quoi qu'il en soit, le frérisme cherche à accomplir la prophétie califale par la transformation de chaque musulman en missionnaire. Pour cela, il doit détruire la culture locale. La tolérance islamique n'est pas le vivre ensemble. Double discours. D'ailleurs, j'en profite pour vous expliquer ce que l'on entend par le double discours. Cela ne veut en aucun cas dire qu'ils tiennent deux discours différents, mais seulement qu'ils utilisent des mots que vous comprendrez différemment selon votre culture. Prenons l'idée du juste milieu. Nous, occidentaux, comprenons trouver une solution juste et équilibrée. C'est Macron, et de gauche et de droite. Pour les frères musulmans, c'est le point d'équilibre entre l'existant et LFI et RN, puisque c'est eux qui ont du poids. Leurs dissensions se règlent en privé. Ah oui, ce n'est pas la même chose. Et la tolérance est au sein de ces extrêmes. Ceux qui sont hors du jeu, les chrétiens, juifs et païens, ce sera une autre histoire. Florence Bergeau-Blacker l'explique comme suit. L'islam du juste milieu, une formule ambiguë qui veut dire tout autre chose que la modération. En vertu de la doctrine du juste milieu, wasatiyya, il doit au nom du tawhid, l'unicité, rassembler toutes les tendances islamiques du réformisme moderniste, le plus ouvert au littéralisme le plus obtus et le plus conservateur, pour conduire à l'établissement de la société islamique mondiale. L'islam doit être un guide pour le présent, afin de permettre au monde musulman de fonder une société moderne avec sa raison propre.
Le double discours est une technique qui consiste à s'adresser à deux auditoires simultanément et de leur faire passer deux messages différents. Prochaine étape. À quelle autre institution s'attaqueront-ils? Je ne le sais pas. Ils vont toujours là où on ne les attend pas, avec toujours le même objectif: gagner en influence et s'établir dans la vie publique. Ils exagèrent la dimension identitaire et minimisent le carburant religieux du mouvement, la vision et son plan. Pour eux, il est préférable de combattre l'adversaire sur son terrain en l'étudiant de près, et donc sans dévoiler ses intentions. Quoi qu'il en soit, ils installent le séparatisme pendant que, pris dans une hallucination collective, on évoque le vivre ensemble. Communautarisé. L'islam n'est ni une culture ni une tradition. En revanche, c'est un système qui répond à tous les besoins individuels et collectifs. Le Coran a réponse à tout, tout est dans le Coran. Ou pour dire autrement, la quête de sens et l'angoisse existentielle sont des leviers du frérisme. Il prêche une forme de liberté en entreprenant la confusion entre le choix et le consentement à des contraintes, la liberté et la liberté parmi les choix laissés. Le halal en est un excellent exemple. C'est tout l'art de la propagande du marketing halal de faire passer des pratiques extrêmement normatives pour des références et des choix libres et légers. D'ailleurs, parlons-en du halal. Création de règles de vie qui séparent. Porter le voile, manger halal, ne pas boire d'alcool, ne pas parler de sujets illicites, ne pas faire d'emprunt et, allons plus loin, baisser les yeux lorsque l'on s'adresse à l'autre sexe, ne pas serrer la main, ne pas accepter la mixité, et j'en passe. L'accumulation de toutes ces petites règles empêche l'assimilation. Ne rien partager avec l'autre, ne partager aucune de ces règles de vie commune, est la base de la sédition. Comme le fait remarquer Florence Bergeau-Blacker, aucune des attitudes décrites ici se situe en dehors de la loi, mais elles nourrissent une atmosphère de sédition quotidienne et imperceptible. Pour eux, ces changements sociétaux au sein des communautés musulmanes doivent être un tremplin pour changer, in fine, la société. Le changement doit s'opérer d'abord par la réformation de l'identité du musulman, celle de ses relations familiales, puis celle des normes et des valeurs sociétales, jusqu'à la réforme gouvernementale, puis le passage à l'État-nation, étape intermédiaire vers le stade ultime de l'État islamique. Abrutir les masses. Comme toute religion, l'islam peut être une source philosophique et spirituelle. Malheureusement, comme toute religion, l'islam peut aussi être un formidable outil d'abrutissement des masses. Et les masses abruties sont dociles. Or, face au post-modernisme, l'islam peut se révéler très simple. Oubliez les soufis et les autres mouvements. C'est un ensemble de règles qui sont répétées par tous et par tout le monde en permanence. Oh, comme tes manches sont bien ajustées. C'est pour mieux montrer ma pudeur, mon enfant. Oh, comme tu récites bien la Fatiha. C'est pour mieux montrer ma foi, mon enfant. Oh, comme tu m'apprends bien tout ce qu'il faut faire. C'est pour mieux t'endoctriner, mon enfant. Tout est règles qui ne doivent jamais être remises en question, car ce serait prétendre pénétrer les secrets de Dieu. Et les règles se multiplient de sorte que le musulman n'ait pas le temps de réfléchir à autre chose. Des banques de fatwa, rigoureusement numérotées et sourcées, viennent alors à la rescousse des parents culpabilisés et inquiets afin de les aider à prendre leurs décisions. Il y a maintenant 15 ans, des médecins avaient supplié leurs patients de continuer leur traitement pendant Ramadan. Les musulmans se sont révoltés en expliquant que les laïcs mettaient en danger les musulmans ne connaissant pas les règles. En effet, on est autorisé à ne pas jeûner en cas de maladie. Cela avait été applaudi. On a oublié la suite. Les personnes doivent s'acquitter de 5 € par jour, soit 140 € par Ramadan. Une fortune pour certains. Les règles s'allègent lors des protestations et se referment. Or, les choix des pieux musulmans sont faits sur la base de calculs, coûts-bénéfices individuels et collectifs,
qui englobe à la fois le monde terrestre et le monde supraterrestre. Incessamment chercher le bien et éloigner le mal pour soi et sa communauté. Il en résulte que l'espace indéterminé, ce temps et cet espace de liberté pour soi tend à se réduire. L'anxiété grandit et l'individu désapprend peu à peu l'écoute de son libre arbitre et fait confiance à ceux qui savent, ce qui conduit à l'obéissance, à la résignation, puis à la soumission. Ce qui fait la particularité de cet enseignement est l'omniprésence du mal. Cette omniprésence produit des névroses que l'on voit s'exprimer chez les terroristes, ce que Gilles Kepel nomme le djihadisme d'atmosphère, et qui est très souvent l'influence du shaitan. La doctrine de la wasatiyya n'est ni neutre ni modérée. C'est un exercice d'équilibriste qui s'appuie sur les différents courants, les multiples forces islamiques existantes, s'en inspire et les mobilise. La vie ne doit être divisée en un moment profane et un moment sacré. Tout est sacré. Aucun compromis ne doit être fait. Selon la déclaration du Caire, article 22a, tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la charia. Conquérir les masses. Et la pratique est simple. Elle consiste à endoctriner les individus dans leur milieu familial, professionnel, amical, politique. Ils recrutent des personnes qui endoctrinent malgré elles. Souvent, ils ignorent leur propre affiliation. Par exemple, si vous cherchez à apprendre l'arabe, alors vous habitez en région parisienne, il est fort à parier que vous passerez par l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines. Le prix des cours est abordable, l'école est facilement accessible depuis le RERD, bienvenue chez les frères musulmans. Comme le dirait Florence Bergeau-Blacker, recruter en éduquant, éduquer en recrutant. Elle explique le processus un peu mieux. Une fois la cible identifiée, le recruteur établit une relation personnelle avec elle, en commençant par réfuter les stéréotypes négatifs à son sujet, puis la foi islamique. La troisième étape consiste à inculquer aux membres potentiels l'idée de l'intégralité islamique. 4. Politisation. 5. Tadam! Nous sommes les frères musulmans. Il est marrant de constater que, quand la cible est arabophone et née en pays musulman, elle semble être mise dans le bain de la confrérie plus rapidement que les jeunes nés en Europe, et faire l'objet d'un encadrement militaire. Décidément, nos wesh-wesh n'arrivent pas beaucoup mieux à s'assimiler ici que là-bas. C'est triste. C'est d'ailleurs un des paradoxes de leur endoctrinement. À la fois est musulman celui qui se considère comme tel. En conséquence, il est interdit de faire état des divisions devant les mécréants. Ils sauteront sur chaque occasion. Florence Bergeau-Blacker relate que l'apprentissage de l'arabe m'avait à leurs yeux mise sur la voie de la conversion. Pour autant, tous les musulmans n'ont pas la même valeur à leurs yeux. Il y a des musulmans de race, ceux dont le paradis est sous les pieds de la mère responsable de l'éducation, et les autres. Chaque converti compte moins pour sa personne que pour le symbole de la conquête. Cette conquête passe notamment par le voile. Et oui, c'est pour ça qu'ils en font la pub. Cette conquête passe notamment par le voile, quelles que soient les convictions de celles qui le portent. Le voile est un symbole d'appartenance. La cristallisation autour de cet objet en est la preuve. Il sépare le monde en deux, les bonnes musulmanes et les autres. Et concernant les femmes, l'acceptation dans la société musulmane passera par là. Mieux, de nombreuses femmes sur Twitter ont témoigné avoir eu des musulmans qui sont venus parler de l'islam. Leur objectif, les convaincre à se convertir. Personnellement, un homme a essayé de m'expliquer que le voile réduisait le risque de viol. C'est comme les gilets jaunes. J'ai une amie qui s'est faite violer au ski. À la montagne, sa tenue, pantalon et veste de ski, cagoule et masque, donc bon. Force est de constater qu'aujourd'hui, le frérisme domine le paysage islamique européen. Le frérisme propose une identité sans véritable altérité. Le non-musulman est au mieux pas encore musulman. Rejeté.
Mais que se passe-t-il pour ceux qui refusent, voire pour les apostats? Ils visent l'unité de l'Oumma, le retour à l'islam authentique par la purification de la communauté, la lutte contre l'apostasie, la crainte du jugement dernier, la victimisation. Pour eux, il ne peut y avoir aucune culture universelle et elle est islamique, projet d'interdiction de toute culture haram. Alors, on va être très clair, le châtiment pour l'apostat est la mort sociale ou physique. Je me dois même de vous préciser que pour les musulmans, tout non-musulman est un apostat. En effet, pour eux, nous naissons tous musulmans. Et quand je vous dis tous, c'est même votre chien, les oiseaux et les sangliers. Et nous renonçons tous, par notre éducation, à suivre la vraie voie. Donc, lorsqu'on appelle au meurtre des apostats, sentez-vous concerné. La milice de la vertu s'attaquera à vous aussi. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé à vous toucher. Le justifier aux yeux des autochtones. Certains d'entre vous doutent certainement qu'une telle idéologie se soit mise en place. Pourtant, si je vous pose les questions suivantes. Le racisme anti-blanc existe-t-il? Avons-nous le droit de critiquer l'islam? Ne serait-ce pas de l'islamophobie? Le voile relève-t-il du choix ou du prosélytisme? Quoi que vous en pensiez, quel que soit votre avis sur le sujet, les nuances que vous pourriez apporter à votre réponse, le fait même que ces questions ne vous soient pas inconnues, prouve qu'il existe une idéologie qui essaie de se mettre en place pour justifier A et B. La culpabilisation du grand méchant blanc, raciste, colonialiste et patriarcal, et vous verrez que le patriarcal a son importance, la victimisation et l'invention du concept trompe-l'œil d'islamophobie sont un discours idéologique. Quoi qu'il en soit, l'idéologie mise en place pour tout justifier est la victimisation. La victimisation à tout va, la victimisation à outrance. Le victimisme est devenu l'âme redoutable du soft power frériste pour faire plier les démocraties en les maintenant dans l'émotion permanente et aveugle de l'indignation. L'islamophobie. L'islamophobie n'est pas celui qui rejette les musulmans dans son ensemble, les personnes. Est islamophobe celui ou celle qui n'aime pas une partie des propositions de l'islam. En conséquence, vous n'avez pas le droit de remettre en cause le moindre point doctrinal de la religion musulmane. Vous devez tout accepter de la vérité révélée par Dieu, ou la logique poussée jusqu'au bout. Vous devez vous convertir. Comme le souligne Pascal Bruckner, parler d'islamophobie, c'est entretenir la confusion la plus grossière entre une religion, système de croyances spécifiques, et les fidèles qui y adhèrent. Or, contester une obédience ou rejeter des idées que l'on juge fausses ou dangereuses est à la base même de la vie intellectuelle. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et que se passe-t-il si certains points de leur doctrine ne me conviennent pas? Comme l'explique Florence Bergeau-Blacker, aux islamophobes qui se plaignent de certaines valeurs et pratiques imposées par des versions fondamentalistes particulièrement virulentes, il est donc proposé de modifier leur jugement en regardant les choses autrement. Peux-tu donner un exemple? Prenons pour exemple le patriarcat. Le patriarcat. Comme évoqué plus haut, il est reproché aux Occidentaux leur société patriarcale. C'est gonflé, vu le modèle de société qu'ils proposent. Et ils vont développer un argumentaire différencié en fonction du sexe. Concernant les hommes, contrairement à certains de nos politiques de gauche, les organisations musulmanes ne nient pas qu'il y a une surreprésentation des musulmans parmi les délinquants et les criminels. Contrairement à certains de nos politiques de droite, les organisations musulmanes n'expliquent pas cette surreprésentation par des valeurs traditionnelles
venus de cultures autres que la culture occidentale. Non, selon le rapport Chaudhuri, publié en 2007, la violence des hommes musulmans est due aux humiliations et aux pressions qu'ils subissent de la part de la société occidentale. Et dans une inversion victimaire classique, ils sont violents car victimes de leur société, de leurs délits et crimes, qui est en fait le véritable coupable. Le rapport va même plus loin. Pardon ? En conséquence, nous devons accepter la violence des hommes si ces hommes sont musulmans. Pardon ? Florence Bergeaud-Blacker explique très bien que le sentiment victimaire et son corollaire, la culpabilité, sont réinventés par les salafistes qui attribuent cette stigmatisation à la preuve même que l'on en veut à l'islam parce qu'il sauve les musulmans. Ils nous connaissent et jouent avec nos faiblesses. Pascal Bruckner écrivait dans La tyrannie de la pénitence « Repentez-vous, voilà le message derrière les données proclamées », nous martèle la philosophie occidentale depuis un demi-siècle. Elle qui veut être à la fois la parole émancipatrice et la mémoire consciente de son temps. Ce qu'elle nous inocule en fait d'athéisme, c'est bien la vieille nation du péché originel, l'ancien poison de la damnation. Concernant les femmes, les frères musulmans ont poussé des organisations féminines. Alors, féminine ne veut pas dire féministe. Pour autant, cela ne les empêche pas de laisser planer la confusion et de reprendre le vocabulaire et transformer les idées à leur compte. Ainsi sont-elles victimes du patriarcat blanc. Ainsi, elles ne sont pas victimes de la discrimination qu'elles s'imposent elles-mêmes, mais de la société qui refuse de faire exception aux règles qu'elle s'est fixées pour une communauté prosélyte. Ainsi, l'absence de signes religieux imposés aux fonctionnaires ou d'autres travailleurs, eh bien, sauf lorsqu'il s'agit de l'islam. Cette association, selon Florence Bergeaud-Blacker, défend l'idée que les femmes musulmanes veulent être des artisanes de leur propre liberté et qu'elles sont empêchées non par le voile qui leur est assigné dans leur communauté religieuse, mais en raison de l'empilement des discriminations dont elles seraient victimes dans la société européenne en tant que femmes racisées et non blanches. La racisation de l'identité islamique permet aux fréristes de s'arrimer naturellement au mouvement intersectionnel et au mouvement prétendument antiraciste. En même temps, lorsqu'il s'agit de tronquer la réalité, ils n'ont pas de limite. Le fémiso n'hésite pas à mettre en avant son ancrage historique européen, défendant une Europe dans laquelle les musulmans sont fiers de leur contribution historique au développement de la civilisation européenne, comme leur présence de 800 ans en Europe. Blancs, racistes, colonialistes. Vous n'aviez pas cru pouvoir échapper au racisme et au colonialisme. Dans leur logique, puisque l'islamophobie est l'héritière des études orientales qui ont permis aux puissances coloniales occidentales de mieux connaître les peuples pour les assujettir, il faut alors amasser autant de connaissances possibles sur ces communautés afin de changer leur paradigme des communautés musulmanes. Alors, c'est faux. Comme le fait remarquer Jean-Frédéric Schob, les sociétés qui ont été dominantes dans leur sphère d'expansion, mais qui plus tard ont été les cibles de la domination européenne, préfèrent désormais revendiquer uniquement leur statut de victime. On peut se demander pourquoi les invasions anciennes ne font l'objet d'aucun jugement moral et politique, tandis que les procès moraux et politiques de l'expansion européenne semblent toujours en cours. Surtout que l'image qu'ils se font de cette période est souvent tronquée, pour ne pas dire fantasmée. Il n'est pas vrai qu'en marge de ces conquêtes de par le monde, l'Occident a essayé d'imposer aux autres religions un discours sur le passé de toute la société sous l'empire d'une théorie commune. À force de pointer l'Occident du doigt, ils en oublient que la contrition ne saurait être réservée à quelques-uns, et la pureté consentie comme une rente morale à ceux qui se disent humiliés. Par trop de pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, l'autocritique se confond avec la recherche d'un bouc émissaire comme manière d'expliquer leur malheur. Ce n'est jamais leur faute, toujours celle d'un grand tiers, l'Occident, la mondialisation, le capitalisme.
Et je suis d'accord avec Pascal Bruckner lorsqu'il énonce cette vérité dérangeante que l'Europe a fait le deuil des colonies beaucoup plus vite que les colonies ont fait le deuil de l'Europe. Une autre lecture possible. Et si cette vision l'emporte, c'est également car ils ont rendu difficile toute réfutation. Que vous soyez musulman. Concernant les personnes issues de la communauté musulmane, tout projet consistant à saisir intellectuellement la logique des choses et des événements, à en proposer une interprétation en d'autres termes que sous le paradigme de la domination occidentale, que ces deux idéologies ont en commun, tombe sous l'accusation du réductionnisme post-colonial, de collaborationnisme occidental. Florence Bergeaud-Blacker explique très bien comment l'identité musulmane s'impose dans le vocabulaire autant que son statut de victime. Le sentiment victimaire et de rancœur doit être entretenu, que vous soyez non-musulman. Pour les non-musulmans, la rhétorique est encore plus simple. S'ils ne se plient pas à la règle, c'est qu'ils sont islamophobes, racistes, colonialistes, patriarcaux, fascistes, nazis. Florence Bergeaud-Blacker témoigne que même devant l'évidence, il leur suffisait de nier ou simplement d'insinuer que nous agissions comme la police par racisme, par islamophobie, par proximité avec l'extrême droite pour obtenir le silence. Le seul chemin laissé est celui du repentir. Alors certes, l'autocritique est nécessaire, mais comme le disent de nombreux intellectuels, on ne peut pas se limiter à cela. Jean-Paul Brigelli. Il faut le dire clairement, la tolérance dans son expression la plus aboutie, ou la plus abrutie, lorsqu'elle tend à privilégier le politiquement correct aux dépens du savoir, est une arme létale contre l'intelligence. Florence Bergeaud-Blacker. Si l'autocritique est nécessaire, il ne faudrait pas que nous nous en tenions à ne regarder que nos problèmes et nos insuffisances dans une infinie boucle de culpabilité. Ce sanglot de l'homme blanc, de la nourriture des idéologies victimaires qui nous met à genoux au sens propre et figuré. Pascal Bruckner. La contrition ne fait pas une politique, pas plus qu'il n'y a de transmission du statut de bourreau. À moins de créer un délit de filiation, le devoir de mémoire n'implique pas la pureté ou la corruption automatique des petits ou arrière-petits-enfants. L'histoire ne se divise pas entre nations pécheresses et continents archanges, races maudites et peuples intouchables, mais entre démocraties qui reconnaissent leur bassesse et dictatures qui se dissimulent en se drapant dans les oripeaux du martyre. Mais il est des États capables de le reconnaître et de regarder leur barbarie dans les yeux, et d'autres qui cherchent en leur oppression de jadis des excuses à leur malfaisance d'aujourd'hui. Laurent Oberton. Le problème n'est pas spécifique à la France, ce qui écarte la théorie de l'exclusion. Quelle que soit la politique d'accueil, les problèmes demeurant ou la thèse d'une éventuelle rancœur post-coloniale. Que vous soyez apostat. On pourrait croire que l'apostat est difficilement attaquable, puisque lui aussi est victime de la société blanche et patriarcale. Mais force est de constater que la plupart de ceux qui osent s'exposer critiquent les positions de la gauche, critiquent l'idée d'être victime de la société, mais en revanche, subissent des vraies pressions de la part de la communauté musulmane. Pour eux, c'est la double peine. Ils sont à la fois des collabos occidentaux et des occidentaux. Comme l'explique Étienne Delarcher dans Au cœur de l'islam de France, ils ne paient pas leur apostasie, mais leur critique de l'islam. La peine de mort n'est pas appliquée à celui qui quitte en secret l'islam. Par contre, le châtiment tombe sur celui qui oserait critiquer publiquement l'islam. Vous l'avez compris, vous êtes libre de vous taire. Conclusion. Donc, on peut conclure que la France n'est pas colonisée, car même si l'idéologie est celle dominante dans les médias, nous sommes obligés de constater que le point A n'est pas acquis, et que le point B n'est que partiellement réalisé.
Cependant, il n'est pas impossible que cela advienne. Mais alors comment contrer cette avancée? D'abord, il faut arrêter de minimiser leurs discours, de les penser fous. Non, il faut écouter ce qu'ils disent. Frère musulman, je te crois. Je te crois lorsque tu dis vouloir étendre la terre de Dieu. Qaradawi explique que dans leur plan, si une chose est recherchée avant que le moment ne soit venu, elle sera probablement nuisible ou non utile. Il faut amener le mouvement à trouver le juste équilibre entre la vision et le plan, entre un empressement fanatique qui conduirait à l'autodestruction et un littéralisme quiétiste qui ferait perdre de vue le plan. Ils cherchent donc les limites. Alors, comme aux gosses, il faut leur mettre des limites. Rompre le silence. Mais il faut aussi se préparer au pire. La pensée expansionniste des frères musulmans n'a pas de limite. Pour le moment, ils nous font une guerre politique et intellectuelle. Cependant, un djihad armé n'est pas une hypothèse à exclure. Les démocraties ne sont pas inébranlables. Et continuer à se taire n'est une solution qu'à court terme. Florence Bergeau-Blacker constate que la terreur a bien fonctionné, la censure et l'autocensure se sont imposées à tous. Mais je constate également que de nombreux intellectuels commencent à aborder le sujet. Le livre de François Héran, Le Grand Déni, s'achève sur cette sentence optimiste. Notre horizon n'est pas le grand remplacement, mais le grand renouvellement. C'est surtout le grand renoncement. Elisabeth Badinter. Le drame, c'est le silence des personnes qui n'osent pas bouger, paralysées par l'idée d'être traitées de réactionnaires. Parmi ceux à gauche qui se taisent, certains le font par lâcheté, d'autres pour paraître bienveillants. Dans nos sociétés occidentales, où la bienveillance est devenue un dogme, il devient de plus en plus difficile de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais je pourrais également évoquer les livres de Pascal Bruckner, Pierre Valentin, Eugénie Bastier, Mathieu Bock-Côté, Nathalie Heiny, Caroline Azopardi, Samuel Fitoussi, Jean-François Brostein, etc., etc. Tu as oublié ta propre vidéo. D'ailleurs, auditeurs, n'hésitez pas à la liker, diffuser, partager. Imposer un contre-discours. Proposer ce contre-discours, non pas aux musulmans qui ne veulent pas s'accommoder de la vie occidentale, mais aux occidentaux eux-mêmes, fussent-ils, pour certains, musulmans. Un contre-discours sur la colonisation. Non, la France n'a pas à s'adapter aux demandes des musulmans. Non, ce n'est pas le prix à payer pour avoir colonisé une partie du monde musulman. Pas plus que l'on ne fait payer aux musulmans les raids, les esclaves, les pillages qu'ils ont exercés sur nos côtes pendant 800 ans. Florence Bergeau-Blacker explique qu'une société qui veut vaincre le frérisme doit sortir de la culpabilité. Elle doit assumer les erreurs sans cultiver la repentance. Personnellement, j'irai plus loin. Une société qui veut sortir de cette idéologie mortifère doit être fière de son histoire. Karine Azopardi insiste sur le fait qu'il faut mettre le lien entre le wokisme et l'islamisme. Elle a raison. Mais aussi regarder la culture musulmane pour ce qu'elle est, avec un œil aussi critique que celui que l'on pose sur nous. La quête califale, fil rouge de l'histoire multiséculaire de l'islam, n'est pas née de la revanche coloniale du XXe siècle. Et ce n'est pas parce que nous, occidentaux, nous nous sommes sécularisés que eux l'ont fait de leur côté. Dans sa plaidoirie, Richard Malka explique qu'ils ne s'arrêteront pas parce que nous sommes l'un des rares peuples au monde à être porteurs d'un universalisme qui s'oppose au leur. Un contre-discours concernant l'islamophobie. Pascal Bruckner explique la tentative de mainmise d'un certain islam revanchard, celui des wahhabites saoudiens ou des frères musulmans, sur la laïcité européenne s'apparente à une emprise coloniale qui doit être contrecarrée, où l'islam deviendra chez nous une religion normée d'autres, où il se heurtera à une solide résistance de la part d'hommes libres que le joug du fanatisme, 2 siècles après la Révolution française, exaspère. Il faut donc leur imposer une laïcité radicale, c'est-à-dire qui retourne aux sources. Il me semble entendre de l'ironie.
mais je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Les frères musulmans aiment beaucoup jouer de cette notion. L'islam radical n'est pas extrême, il veut juste retourner aux sources. Et généralement, ils ont d'énormes difficultés à expliquer leur idée. Leur contorsion intellectuelle cache mal qu'au final, ils prônent effectivement un islam radical au sens extrémiste. Et face à cet islam, notre solution est d'imposer une laïcité. Ils auront tous les droits en tant que Français, aucun en tant que musulmans. Florence Bergeaud-Blacker propose de considérer la condamnation de l'apostasie ou de l'hérésie comme un appel à la haine. C'est un début. Dans son livre, Étienne de Larcher aborde les petits arrangements faits avec la loi française. Je pense qu'il faut faire appliquer la loi française de gré ou de force. Les héritages seront réglés chez nos notaires selon nos règles, et l'imam qui ferait une répartition autre entre les frères et les sœurs serait poursuivi pour escroquerie en bande organisée. Que la femme porte plainte ou non, c'est assez facile à contrôler. On découvre qu'une petite fille a été excisée pendant les vacances. Certes, c'est une coutume et non une loi islamique, mais les parents sont interpellés dans la journée et on les poursuit pour actes de torture et barbarie. Et surtout, on arrête de laisser croire que l'on peut pratiquer en France un islam rigoriste. Non, être musulman en France, c'est renoncer à appliquer les injonctions religieuses de nature à organiser la société. Les juifs y ont renoncé, les catholiques y ont renoncé, les musulmans doivent y renoncer. Laisser croire que le contraire est possible est, comme le dit Étienne de Larcher, une situation qui ne peut que nourrir la frustration des fidèles, coincés qu'ils sont entre une règle inapplicable sans se couper de la société et des religieux qui s'obstinent à défendre cette interdiction. L'immobilisme n'est pas une solution face à un obscurantisme islamique dont rien ne laisse à penser qu'il est en train de faiblir. Proposer une porte de sortie. Les frères musulmans sont particulièrement attentifs à ne pas montrer en public leurs dissensions internes. Pourtant, il y en a une qui émerge et qui est facile à comprendre même sans connaissance de l'islam. Dans le monde musulman, deux visions s'affrontent. Le retour au pays ou l'adaptation et l'accommodation. Indiquons la voie à ceux qui ne veulent pas s'adapter et facilitons-leur le retour au pays. Après tout, l'assimilation est quelque chose d'extrêmement difficile et coûteux. J'ai une admiration totale pour tous ceux qui y arrivent. Mais soyons humains, permettons aux autres, ceux qui ne souhaitent pas être français, de rentrer chez eux. Mais leur pays d'origine les considère rarement comme faisant partie des leurs. Mais qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, si personne ne t'aime, c'est peut-être que le problème, c'est toi.